quoi? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bien le bonjour sur Juste Milieu et bienvenue sur Juste Milieu aujourd'hui avec un visage que vous connaissez, que je suis heureux et honoré de recevoir à nouveau sur Juste Milieu. C'est monsieur Pierre Chaillot, avant toute forme de débat. Cher Pierre, comment vas-tu ? Cher ami, merci beaucoup de me réinviter. C'est toujours une joie, un plaisir et un honneur de discuter sur Juste Milieu, où la parole est libre et on a toujours pu s'exprimer et débattre de tout. Donc encore merci de me recevoir. Eh ben avec grand plaisir, tout le plaisir est pour nous avec aujourd'hui voilà cette nouvelle invitation. C'est la deuxième, sauf erreur, deuxième fois que l'on te reçoit sur Juste Milieu avec un deuxième ouvrage. Voilà, on te suit, on suit ta carrière bibliographique, un nouvel ouvrage autour du Covid, autour des effets secondaires évidemment. On va parler de tout ça, mais comme d'habitude, on est chez Juste Milieu, on prend le temps de papoter, de se rencontrer pour les spectateurs qui peut-être ne te connaîtraient pas encore. Et on va, voilà, la première question que je vais te poser, est-ce que tu peux nous parler, nous rappeler un petit peu tes éléments de parcours? Voilà, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à travailler sur cette épineuse question du Covid et cette encore plus épineuse question des effets secondaires? Alors à la base, moi je suis statisticien de formation et de métier et on va dire j'avais un hobby qui était de m'intéresser à l'économie de manière générale. Et je partageais cette passion en ayant créé une petite chaîne YouTube qui s'appelle Décoder l'écho, il y a de cela maintenant quasiment 10 ans. Et donc j'écrivais des petits articles que je publiais sur des sites tels qu'Agoravox, et puis je mettais ces articles en vidéo et je les publiais en ligne. Et ouais, moi ce qui m'intéressait vraiment c'était l'économie, le fonctionnement de l'économie et de comprendre toutes les carabistouilles qui sont réalisés au niveau économique et l'enfumage général qu'il y a à nous faire croire que on avancerait vers un bonheur économique grâce à nos dirigeants et grâce à la grande théorie néolibérale notamment, à la grande théorie microéconomique. Et ça c'est le sujet qui m'intéressait, sur lequel je travaillais, pour expliquer aux gens ce qu'on pouvait tirer des statistiques en économie. Et comme tout le monde, j'ai été assez surpris de l'engouement médiatique qu'il y a eu dès début 2020, avec l'histoire d'un nouveau virus tueur qui allait ravager l'humanité, qui a tout de suite déchaîné les passions entre ceux qui étaient partisans, qui nous racontaient l'apocalypse qu'ils avaient vu dans les différents films, les séries, le jour d'après, 28 jours plus tard, ou ce genre, les Walking Dead. Enfin voilà, on allait vraiment vivre l'apocalypse tel que le scénario avait déjà été écrit, on allait le vivre, et puis d'autres personnes qui disaient mais faut arrêter les conneries, c'est un enfumage de plus, il y a d'autres problèmes autant plus importants. Je faisais plutôt partie de la deuxième catégorie, même si je n'avais pas d'idée définitive, mais de dire quand même il y a des sujets économiques qui sont énormes en ce début 2020, fin 2019, début 2020, et je trouve ça un peu gros la manière dont on s'en débarrasse. Je rappelle que c'était les gilets jaunes, tout ça, ça n'allait pas en France. Et donc je m'étonnais de l'engouement pour un non-sujet et qui faisait disparaître d'autres choses qui me paraissaient d'autant plus importantes. Et ça m'a forcé à m'intéresser aux questions démographiques puis médicales pour comprendre ce qui se passait, toujours sous l'angle des statistiques. L'économie, je le montrais avec des statistiques, et donc là j'ai juste fait pareil. Et je me suis mis à m'intéresser aux données de mortalité, d'hospitalisation quand elles tombaient, les fameux cas Covid-19, les enregistrements, etc. Puis la vaccination, mais bien malgré moi. C'était pas mon sujet d'intérêt au départ. C'est le sujet qui a déchaîné les foules. Et puis, comme tout citoyen, comme toute personne qui n'aurait pas vécu sur la Lune dans cette période, on a tous été frappés par les restrictions de liberté, les obligations de toutes sortes. Et ces obligations-là sont mises à toucher nos enfants, mes enfants, et donc c'était par nécessité que je suis rentré dans, le débat pour qu'on arrête de mettre le monde sous cloche et qu'on arrête de nuire aux enfants. Donc voilà pour décrire mon parcours. Tu l'as dit, il y a eu un premier livre qui a résumé 3 ans de travaux qui est sorti début 2023, et là en ce début 2025, il y a un deuxième livre qui vient de sortir. Et justement, avant d'aller sur ce nouvel ouvrage, je voulais te poser une question un petit peu sur le premier livre que tu as écrit, pour lequel nous t'avions reçu il y a quelques mois maintenant. Comment s'est passée la réception de ce livre? Maintenant que tu as des effets d'expérience, des retours de terrain, parce que je sais que tu es aussi allé faire des conférences, des interventions auprès du public, auprès de vrais gens, dans des vraies salles, de vraies réunions. Quel a été un peu ton retour à la fois personnel là-dessus, ce que tu en as retiré de cette expérience et les échos que tu as pu entendre auprès des gens que tu as rencontrés?
Alors, le premier mot qui me vient, c'est quand même la surprise. Je crois qu'on a tous été surpris, aussi bien mon éditeur que moi, que tous les gens qui ont participé à cet ouvrage, du succès qu'il a eu. Parce qu'on a vraiment été, on a fait partie des best-sellers sur la partie essai. Hein. Voilà, il y a deux grandes catégories de livres. La partie plus roman, qui a des nombres de ventes qui sont très très élevés, et puis tous les essais qui critiquent, voilà, la politique, l'actualité. Tout ça, c'est une autre branche où il y a quand même moins de ventes. Hein. Mais en tout cas, sur la partie essai, on a fait partie des best-sellers de l'année 2023 quand on est sorti, et c'est une surprise. On s'attendait pas à ce qu'il y ait un vrai engouement pour ce sujet d'une part. Il y avait d'autres essais qui avaient été faits, qui avaient marché d'une certaine manière quand même. Que Laurent Toubiana, son livre avait bien fonctionné aussi, où il expliquait son autre vision de l'épidémie. C'était le titre de son livre. Mais quand même. Et puis en plus, j'annonçais la couleur, ce que révèlent les chiffres officiels. Voilà, on va parler de chiffres. Il y a beaucoup de gens que ça rebute. Comment va-t-on faire pour qui ça va intéresser? Et donc vraiment, ça a été une surprise. Cette surprise aussi dans sa réception médiatique. Alors au début, on n'a pas été très surpris parce que les médias mainstream ont savamment ignoré ce livre en accordant absolument aucun titre de journal ni rien, alors qu'on est rentré, je crois, dans le on est dans le top 50 des best-sellers France de manière hebdomadaire. Ce qui, pour un illustre inconnu comme moi, était quand même une belle performance et qui aurait mérité de le souligner, on va dire. On est même rentré dans le top 10 à un moment. Et puis, il y a eu deux épisodes imprévus. Le premier, ça a été la sortie du livre d'Alexandra Orion-Caude le 8 mars 2000. Du coup, on est en 2023. Je me rappelle parce que c'est le jour de la journée mondiale des femmes. Et donc, voilà, c'est là que c'est sorti et qui a été un best-seller immense dès la sortie parce qu'elle a été publiée par Albin Michel, je crois, qui a quand même une grosse force de frappe, qui est capable d'inonder les librairies, les grandes enseignes. Et donc on a vu Alexandre Orion-Caude, mais partout à ce moment-là, et donc c'est gros succès. Et puis, je suis passé sur CNews notamment, qui est une chaîne, on va pas dire mainstream, mais quasiment. En tout cas, c'est une chaîne de grande écoute avec, on passe chez Pascal Praud, ça fait 2 millions de personnes qui regardent. C'est un autre niveau que quand on a une chaîne YouTube, par exemple. Même si on a une très bonne chaîne YouTube, 2 millions de personnes qui regardent d'un coup, c'est un chiffre qu'on n'atteint jamais, quoi. Et donc ça fait exploser le score du livre. Et là, on a vu toute la presse mainstream se mettre d'accord pour écrire des articles, tous pires les uns que les autres, pour expliquer à quel point j'étais méchant, je racontais n'importe quoi, que tous les experts étaient unanimes sur le fait que j'étais un menteur, je trichais, etc. Donc voilà, ça aussi, on s'y attendait pas. Enfin moi, de toute façon, je m'attendais à rien, c'est mon premier livre, mais quand même, on découvre des différentes stratégies d'invisibilisation. D'abord, ça n'existe pas, hein, voilà, le déni, puis ensuite explique à tout le monde, attention, c'est un grand méchant. Puis avec des épisodes fabuleux de la tronche en biais, les déconspirateurs, enfin bref, ça c'est des grands moments, voilà. S'il y a vraiment des choses qu'on pourrait regretter de pas avoir vécu dans sa vie, c'est ça. Un bon épisode des déconspirateurs qui t'est consacré, moi j'en ris encore de ce moment, donc peut-être que ça arrivera pour ce deuxième, espérons. Si à 50 ans t'as pas été traité de complotiste, t'as raté ta vie. Comment on dit? Ouais. C'est exactement ça. Et sur le terrain, la rencontre de tes lecteurs, sur des interventions publiques que tu as pu faire, comment t'as vécu ça aussi, parce que ça devait être aussi une première pour toi de t'immerger comme ça dans le grand bain du grand public auprès de gens qui ont trouvé des réponses dans ton ouvrage, qui ont trouvé un éclairage et qui ont mis de la confiance aussi dans ton travail. Ça doit secouer quand même dans les premières expériences du genre. Oui, alors je suis pas complètement débutant. On va dire que des présentations devant public de mes travaux, j'en ai déjà fait dans mes vies professionnelles avant. Donc je suis pas démarré en sautant dans le gros bain d'un coup. Voilà, c'est un exercice que j'avais déjà fait. On va dire que je maîtrisais et j'ai même été formé à le faire. Donc sur cet aspect-là, voilà, ça a été la surprise, ça a été plutôt le nombre de personnes qui venaient à mes conférences, qui sont venus pendant 2 ans. J'en continue à en faire de temps en temps d'ailleurs, et j'en ferai d'autres pour le deuxième livre. Mais on a eu des salles en moyenne, le plus petit que j'ai dû faire, il y avait 50 personnes dans un petit bled, c'était très sympathique d'ailleurs. Mais la moyenne, c'était plutôt au-dessus de 100 personnes.
jusqu'à 400. J'ai dû faire 100 conférences. Du coup, à 100 fois 100, ça fait 10 000. Ce qui veut dire que rien que par ces déplacements, j'ai dû rencontrer 10 000 personnes, à peu près. Donc ça, pareil, ça fait quand même beaucoup de monde, finalement. Même si par rapport à un grand média, c'est pas grand-chose, mais c'est un autre média où finalement on finit par brasser. Et la réception aussi a été très positive et même mieux que l'attendu, puisque ma conférence fait quand même 2h30. Et j'ai pas eu une seule plainte de la part des gens qui sont venus voir. Au contraire, il y a des moments où on rigole aussi, on fait pas que on ne fait pas que regarder des chiffres, mais quand même, voilà. On va dire, c'est vraiment un moment que les gens ont apprécié, je pense. Pour beaucoup, ceux qui avaient vécu, toi aussi, tu as été en camp du public, mais il y a des gens qui, pendant cette période, ont vécu des choses dans leur chair où ça a été vraiment très difficile. Et je pense qu'il y a un attachement réciproque qui se fait grâce aux conférences, mais il y a un attachement qui se fait de la part du public où finalement on a été utile. Et bon, ça c'est vraiment chouette. Et ils nous le disent, on a été utile pendant cette période, et donc il y a quand même quelque chose d'affectif qui a lieu avec les personnes qui nous lisent, à qui on parle, même en ce moment. Et ça, on peut s'en rendre compte en allant les rencontrer. Absolument, qui est aussi très galvanisant dans l'engagement qui est mis. Alors, cet engagement qui aujourd'hui a un nouveau visage, une nouvelle couverture, c'est ce nouveau livre, hein, effectivement, pour lequel on te reçoit aujourd'hui, donc, sur la question des effets secondaires, hein, le titre « Victimes des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels », toujours chez l'Artilleur, très bonne maison d'édition, on les salue, on les embrasse. Quelle est un peu l'origine de ce livre? Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de remettre le bleu de chauffe? Est-ce que c'est dans une sorte de continuité logique qui ferait que, sur le plan éditorial, par exemple, dans 3 ans, on pourra lire tes 2 ouvrages dans un même ensemble parce qu'il y a une logique à ce que ce travail se pérennise? Ou est-ce que ça a été, pour toi, un projet qui n'était pas prévu au départ? Comment tu as construit ce nouvel ouvrage? Le projet n'était pas prévu au départ et à la fin du premier livre, je me suis dit, bon, j'ai tout dit. Voilà, sur le Covid, j'ai raconté comment est-ce qu'on a vécu une arnaque pilotée par la statistique notamment, en créant des enregistrements pour parler du Covid-19, même quand il n'y avait rien à raconter. D'ailleurs, si on tire le fil, on peut se servir de mon livre pour démonter la totalité du fonctionnement de la médecine moderne, hein, puisque tout fonctionne comme ça. Voilà, donc il y a des fils à tirer, on peut aller dans le sens qu'on veut, mais je pensais en avoir terminé. Je savais toutefois que sur certains aspects de la vaccination, on manquait un peu de recul statistique. Voilà, il faut qu'il y ait du temps, que les données remontent, et il faut que le temps passe de façon à pouvoir qu'on puisse faire des calculs propres sur ce qui s'est passé. Sur les aspects Covid, enregistrement, tout ça, c'était bon. Sur les aspects post-vaccinaux, en termes de mortalité, en termes de naissance, bon, il y avait des petites choses qui commençaient à se voir, mais on pouvait aller un peu plus loin si les données continuaient de remonter en étant cohérentes. Et aujourd'hui, on a quand même assez de recul, et on l'avait pas forcément, même quand j'ai fait la mise à jour du livre. Ça, c'est le premier point. Et puis, sur la vaccination, en écrivant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur les aspects légaux, sur la pharmacovigilance, sur la remontée des données, sur les études qui vantent les bienfaits de la vaccination, par exemple Covid-19, et de montrer comment est-ce qu'elles sont biaisées. Et puis, un aspect que j'avais pas du tout traité dans le premier livre, qui était de faire témoigner des personnes qui ont vécu l'horreur pendant cette période. Dans le premier livre, je parle beaucoup, par exemple, des décès qui a lieu pendant la prétendue première vague, où les seuls décès qu'on a en trop, ce sont notamment des personnes âgées qui sont terminés. J'utilise ce terme, c'est pas de l'euthanasie, c'est autre chose. C'est pas non plus, faudrait trouver le bon terme, mais voilà, des gens dont l'état de santé, ils étaient âgés, ils avaient un état de santé qui était pas bon, mais voilà, c'était Covid, il fallait les accompagner vers le décès, donc utilisation de palliatifs, Rivotril, mais il y a eu d'autres choses, hein. Il y a eu du Valium, il y a eu du Tramadol, etc. à cette époque-là. Et là, ça fait qu'il y a quand même des drames humains qu'il y a derrière. Il y a des gens qui m'ont contacté, mais je suis resté pendant tout le livre sur les aspects froids, statistiques, en expliquant les chiffres. Là, je démarre le livre comme ça, mais j'ai quand même souhaité qu'à la fin, laisser la parole à des gens qui ont vraiment vécu. Et quand je parle d'une hausse de mortalité à la suite des campagnes de vaccination, ça veut dire qu'il y a des vrais morts, il y a des vrais gens. Et ça, c'est une nouveauté où j'ai laissé un espace de parole pour que les gens se rendent compte que derrière une statistique, il y a des vraies vies qui sont brisées. Donc derrière une hausse de mortalité, ce sont des vrais gens qui sont décédés. Et il y a des familles endeuillées, il y a des gens qui se battent pour faire reconnaître le fait qu'ils ont perdu un proche à cause du vaccin. Quand il y a une baisse de la fertilité, il y a aussi des femmes qui ont dû subir une hystérectomie, par exemple, ou ce genre de choses.
Et voilà, je voulais vraiment réconcilier le chiffre et la réalité tangible qui sont les histoires individuelles. Et sur cette question-là, dans l'ouvrage, il y a beaucoup de points très intéressants et comme d'habitude, j'invite nos lecteurs évidemment à découvrir le livre par eux-mêmes. Hein. Mais il y a un point qui m'a vraiment interpellé sur les notions de causalité certaine et causalité suffisante. Et je voulais revenir avec toi là-dessus parce que j'ai l'impression que sur le plan, on va dire, lexical, mais c'est quand même un point essentiel qui explique énormément de choses sur le rapport de nos sociétés à la vaccination et plus largement aux traitements médicaux. Oui, alors peut-être on va faire un tout petit point légal, donc on va parler de la loi. J'explique dans le livre la différence, enfin l'exception qui est faite concernant l'industrie pharmaceutique et la responsabilité de l'industrie pharmaceutique vis-à-vis de la loi. Tout le monde sait que quand on achète une machine à laver et qu'elle fonctionne pas, vous l'avez ramenée à la maison, ça marche pas, vous retournez contre le vendeur, la loi vous protège. Et le vendeur doit vous fournir une machine à laver qui marche. Vous avez acheté une machine à laver fonctionnelle. Ce vendeur, lui, il peut se retourner contre le fabricant, parce que lui, le fabricant a aussi une responsabilité, la loi le reconnaît. Aujourd'hui, vous avez même des garanties fabricants qui fait qu'en fait, on squeeze le vendeur, et puis c'est le fabricant qui vous fournit directement une nouvelle machine à laver. Bon, mais dans la loi, il y a un texto, une exception qui est écrite, qui est faite spécialement pour l'industrie pharmaceutique, où vous prenez un médicament, ce médicament derrière il vous fait du mal, c'est-à-dire que vous êtes très mal en point, quel que soit, c'est pas forcément qu'un vaccin, ça peut être aussi une gélule à avaler, n'importe quoi, et là il est écrit dans la loi que c'est à vous de prouver que c'est bien ce médicament qui vous a causé cet effet indésirable, et vous devez prouver également que ce médicament est réputé causer cet effet indésirable. Donc la loi vous demande de mettre en place une étude dans un laboratoire pharmaceutique avec 10 000 personnes de chaque côté, de façon à vérifier que ça existe, que ça marche, et de prouver le principe de causalité. Ce qui est évidemment impossible. Et donc là, c'est de façon à se protéger en disant, l'industrie qui dit, mais il n'y a pas de causalité certaine, voilà. Bon, il avait 24 ans, il était en parfaite santé, il était sportif, il mangeait bien, et puis voilà, il prend son vaccin, 15 jours après il est mort, il était le corps couvert de thrombose, mais c'est pas nous, voilà. Vous pouvez pas prouver que c'est nous. Si vous faites de la logique pure, vous pouvez dire oui, on peut imaginer tout un tas de choses qui pourraient peut-être créer ces thromboses, et comment prouver, puisqu'on n'a pas le détail de chaque minute de la vie de la personne, que c'est bien le vaccin, mais intuitivement, ou même logiquement, si on fait un peu l'effort, on se dit, mais voilà, quoi d'autre on a la causalité. Là, pour nous, elle devrait être considérée comme suffisante, c'est-à-dire qu'on a assez d'éléments pour dire, oui, c'est bien le vaccin. Dans l'état actuel des choses, il y a des petites choses qui bougent entre les lignes dans des discussions au niveau européen pour faire peut-être évoluer cette loi. Bon, ça, c'est un point. Dans l'état actuel des choses, il faut que si le jeune est décédé, par exemple, il faut que la famille demande une expertise et réussisse à trouver un expert qui va dire, moi, en tant qu'expert de ça, j'atteste que c'est bien le vaccin qui a tué la personne en question. Voilà. Autant te dire, Rémi, que cet expert, il n'a pas forcément une durée de vie exceptionnelle au sein de l'industrie pharmaceutique. Voilà, puisqu'il vient de se comporter de manière éhontément disgracieuse vis-à-vis de ceux qui gèrent ces emplois. Donc voilà, ça existe. Parfois, il y a des familles qui y arrivent, mais c'est quand même un vrai chemin de croix. Et toutes les instances de délibération demandent toujours des éléments supplémentaires, etc. Et donc, c'est un genre de procédure qui va prendre des années. Et le tout, c'est quand même de faire comprendre aux gens que, voilà, on a un problème légal, on a un problème de définition de causalité certaine, de causalité suffisante, et de gens qui sont prêts à mouiller la chemise pour affirmer que c'est bien le traitement qui a causé ces malheurs. Mais je joue un petit peu sur les mots, mais c'est vrai qu'il y a quand même une rupture qui est assez folle quand on explique, et c'est ce que tu nous dis là, quand les laboratoires considèrent qu'il est impossible de prouver une causalité négative. Pourtant, les médias nous ont expliqué qu'il y avait une causalité positive et qu'il fallait absolument se faire vacciner. Donc si c'est impossible dans un sens, comment ça peut être forcément impossible dans l'autre? C'est quand même dingue finalement. Mais tu as totalement raison. Et d'ailleurs, je vais reprendre un petit mot que tu as utilisé, tu as parlé d'effets secondaires. Mais concernant les vaccins, quand vous êtes malade juste après votre vaccin, c'est un effet primaire.
L'effet primaire du vaccin, c'est de vous rendre malade. C'est même écrit que c'est comme ça que c'est censé marcher, hein. Dans le vaccin, il y a des adjuvants qui sont censés vous rendre malade de façon à booster votre système immunitaire. Mais donc l'effet primaire, c'est de vous rendre malade, c'est à ça que ça sert. Et s'il existe un effet secondaire des vaccins, c'est vous protéger contre quelque chose. Ça arriverait possiblement dans un deuxième temps. Voilà, donc ça, il faut vraiment remettre le vocabulaire en place. C'est pour ça qu'il parle d'effet indésirable. Et l'effet secondaire de la protection contre une maladie, on pourrait en parler, notamment pour ce qui est de Pfizer et Moderna. Ils n'ont jamais rien montré que ça servait à quelque chose. Et je l'explique dans le livre. Oui, sur ce point, effectivement, pour aller dans le vif du sujet, parce que c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites dans un sens comme dans l'autre. Il est difficile de garder le fil, et c'est toute l'importance de ton livre, c'est que tu remets un peu tout ça à jour, tu l'expliques de façon pédagogique, et ce qui permet à tout le monde d'avoir les éléments en tête. Mais là, tu soulèves un lièvre qui a été soulevé déjà il y a quelques mois maintenant, mais sur la question des effets secondaires, il n'y a jamais eu de preuves apportées par les laboratoires. Ça, tu le certifies encore aujourd'hui. On est d'accord? Ni Pfizer ni Moderna, pour les deux que j'ai étudiés le plus à fond, n'ont jamais promis que leur vaccin protégeait contre une maladie. C'est-à-dire, jamais, ils ont dans leur conclusion d'études de phase 3, c'était pour dire, grâce à notre vaccin, vous serez moins malade. Ils ont dit, grâce à notre vaccin, vous aurez moins de tests positifs, ce qui n'a rien à voir. Voilà. Donc oui, il n'est même pas question d'être malade au sens, pour les vaccins modernes qui sont prétendument nous protègent contre quelque chose, hein. Il s'agit de diminuer un nombre de tests positifs. Et la nuance est de taille à ce sujet. Voilà, donc il faut bien avoir conscience des différences qu'il y a entre... déjà, on peut remettre en question complètement leur méthode de travail en plus, avant qu'ils affirment cela. Mais ensuite, derrière, ils affirment juste ça, nos vaccins protègent contre les tests positifs. Et derrière, tu vois bien que l'ensemble des médias, des politiques, des experts se sont tous mis à inventer des propriétés du vaccin. Tiens, vous serez plus jamais malade. Tiens, vous ne transmettrez plus la maladie à plus personne. Et puis, grâce à notre vaccin, vous aurez plus de forme grave. Et ça, ce sont des inventions mais totales. Jamais les laboratoires n'ont promis ça. Et c'était d'ailleurs bien embêté à la Commission européenne quand c'est la représentante de Pfizer lui demandait ça protège contre la transmission. Elle a dit non, enfin, mais on n'a jamais regardé ça. Il n'y a aucune étude au monde qui étudie correctement un principe de transmission d'une maladie appelée Covid. Ça n'existe pas. Comment vous voulez qu'ils fassent un vaccin qui protégerait contre un truc qui n'a jamais été étudié nulle part? Non, c'est pas possible. Donc c'est vraiment de l'invention. C'est-à-dire qu'à partir de rien, d'un petit effet proposé par les laboratoires, on se fait une montagne et on vante le produit, comme quand tu reçois les petits encarts dans ta boîte aux lettres d'un marabout africain du quartier qui te promet que grâce à son amulette, tu vas avoir tous tes ordinateurs qui n'attraperont plus de virus, qui fera revenir l'être aimé et que tu seras plus jamais malade. C'est la même chose, hein, c'est le même niveau de science. Et tout ça, en plus, dans un cadre légal, et ça aussi a été dit il y a longtemps, mais c'est important de le rappeler, ce cadre légal qui a été établi précisément pour protéger les laboratoires. Les fameux contrats caviardés du côté des instances européennes. Oui, alors il faut rappeler en plus que la loi de toute façon protège les lobbies pharmaceutiques. Malgré cette protection qui est déjà ceinture et bretelle, ils rajoutent des contrats dans lesquels ils disent non mais vraiment vous nous demanderez rien, ce sera pas de notre faute. C'est dire la confiance qu'ils ont dans leurs produits quoi. Il y a un moment faut rebrancher ses neurones et se dire mais quand même il y a peut-être un problème non de prendre autant de précautions. Et c'est vrai qu'en plus ton ouvrage est plus que jamais d'actualité, et notamment avec une publication hier, le 4 février 2025, au moment où on enregistre la vidéo, publication du côté de l'ANSM qui a été relayée par quelques médias qui je cite, j'ai pris les notes pour avoir ton avis là-dessus, qui nous disent: les vaccins contre le Covid sont sûrs. J'ai pris les phrases sur le site de l'ANSM, par les journalistes. La majorité des effets secondaires ne sont pas graves. Là, c'est au centre de ton travail. Comment tu as accueilli cette énième publication pour tenter de rassurer les gens malgré la réalité? Écoute, visiblement pour dire que c'est sûr, c'est que la majorité des effets ne sont pas graves. Donc on peut imaginer, on vaccine, on a 100% des gens qui sont malades et seulement 36% des gens qui meurent. Voilà, donc la majorité des effets ne sont pas graves. Donc c'est bon, rassurez-vous, il se passe rien. Enfin, ce genre de phrase, ça montre à quel point on sort les parapluies en promettant rien du tout. Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin sûr? C'est un vaccin sur lequel qui fait pas de dégâts, point. Enfin, faut arrêter les bêtises, quoi. Et se rassurer en
disant oui, mais la majorité, c'est quand même pas grave. Le nombre d'effets graves, il est quand même colossal. Donc, qu'est-ce que c'est que cette publicité pour vanter un produit avec des arguments aussi fallacieux? Enfin bref, je crois qu'ils ont plus de limites, les mecs. C'est vrai que oui, les limites ont sauté, ça c'est clair. Mais pour donner des repères pratiques à nos spectateurs, parce que c'est vrai qu'on parle de ces effets secondaires, on parle de tout ça, de cet emballement médiatique, de cette propagande sanitaire en vérité, qui a eu lieu et qui continue encore aujourd'hui. Concrètement, parce que évidemment, ce serait se leurrer de dire aux gens que un traitement médical quel qu'il soit est censé avoir zéro effet secondaire. Il y a toujours un risque minimal qui existe, que l'on peut considérer. Mais par exemple, si l'on compare avec le vaccin contre la grippe, par exemple, statistiquement, est-ce qu'on voit un saut entre le vaccin anti-Covid et le vaccin contre la grippe pour vraiment donner ce repère ou des repères vraiment à nos spectateurs et que l'on comprenne l'ampleur de ce que tu dénonces? Oui, d'ailleurs, je vais préciser avant, je suis pas en train de défendre le vaccin contre la grippe en disant celui-là il est bien et ce sont les vaccins Covid qui sont méchants. Non, mais on peut s'en servir comme repère. Pourquoi? Parce que les instances de surveillance, si tu veux, les ministères nous ont dit, nous on voit aucun problème, aucun signal. Voilà, tout se passe normalement pour ces nouveaux vaccins, il n'y a pas plus de problèmes que d'habitude, voilà. Et donc on a téléchargé les chiffres, on s'est dit combien il y a eu de vaccins distribués, vaccin grippe, vaccin Covid, combien il y a d'effets indésirables de chaque côté. Et en faisant les calculs, on se rend compte qu'il y a à peu près 5 fois plus de vaccins Covid qui ont été distribués. Et en nombre d'effets indésirables déclarés, en revanche, on est à 100 fois plus. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc ça fait que de toute façon, le ratio, il est énorme. On a vraiment beaucoup plus de problèmes avec ces vaccins Covid. En tout cas, de problèmes qui remontent. Cet exemple-là, il est juste pour montrer que, de toute façon, les autorités ont eu un signal direct. Elles n'ont jamais eu autant d'un coup de remontées et d'effets indésirables au regard des autres vaccinations qu'ils font d'habitude. Donc, de toute façon, elles ont eu des signaux. Donc quand ils font les andouilles en disant mais il se passe rien, machin truc, c'est pas vrai. Selon leurs propres chiffres, il se passe vraiment quelque chose de colossal. Et ça aurait nécessité, en plus ils le savent dès le début, et ça aurait nécessité un arrêt immédiat de la vaccination, mais dès les premiers jours de distribution au grand public, quoi. C'est assez sidérant, effectivement, posé comme ça avec cette donnée-là, on mesure quand même le tsunami que c'est. Et pour faire un petit saut à l'international, toujours en lien avec cette question-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la menace que cela pourrait représenter pour Big Pharma. Toi, tu te positionnes comment par rapport à ça? Quel est ton avis sur ce que Donald Trump peut faire ou pas? Est-ce qu'il peut poursuivre des représentants sanitaires qui étaient en place aux États-Unis? On pense à Anthony Fauci, alors gracié dans les dernières minutes par Joe Biden, vraiment dans le temps additionnel, il nous l'a gracié au cas où, mais quelle est un peu ta position là-dessus, sur ce volet américain? Oui, on a eu assez peu de retours de la part des fact-checkers et des grands médias sur dire pourquoi on gracie Fauci avant qu'il parte. Enfin, quel est l'intérêt? Enfin, un homme qui a dévoué sa vie à faire le bien autour de lui, tout ça, que peut-il lui arriver? Bon, ça c'est quand même, ça c'en est drôle à ce niveau-là. Là, j'en parle à la fin de mon livre. Quand je termine, j'écris le point final du livre, on vient juste d'avoir le résultat de l'élection américaine. Et donc, j'en suis toujours au même point pour l'instant, c'est-à-dire que Trump est arrivé en faisant des promesses concernant l'arrivée et les mains libres qu'aurait Robert Kennedy Jr. Bon, Robert Kennedy Jr. a fait tout un tas de promesses sur les dossiers qu'il allait rouvrir, sur les questions qu'il allait poser. Concernant les vaccins Covid-19, mais même tous les vaccins, il a dit pour une fois, prenons le temps de faire des études comparatives pour être sûr que tous les vaccins, indépendamment les uns des autres, sont bien sûrs et efficaces. On va tous les essayer. D'ailleurs, c'est intéressant, ça fait un peu prendre conscience au public que ces essais n'ont jamais été réalisés, ce qui est intéressant comme découverte. Mais tout ça, ça a été promis. Il y a une phase de négociation qui vient de se passer où on a adoubé Robert Kennedy Jr. dans ses fonctions. Enfin, il doit encore passer au Sénat, je crois, mais le Parlement est passé. Mais sous un certain cadre et de très nombreuses promesses de choses à laquelle on ne va pas toucher. Bon, on va voir si ce sera respecté, si c'est un frein ou pas. Peut-être faire un petit rappel quand même, cette escroquerie Covid-19, elle a démarré assez tôt. Et pour pouvoir faire des vaccins sûrs et efficaces en un temps record, ce sont les États-Unis qui ont financé à coût de milliards de dollars et qui ont demandé des essais accélérés.
aux différents, à Pfizer, à Moderna. Et donc le président signataire du Warp Speed, qui a tout financé et tout accéléré, c'est Donald Trump, en 2020. Donc, je veux bien croire qu'on aura peut-être, grâce à ce changement politique américain, des réponses sur certains aspects, ou au moins ils s'en serviront pour taper sur Biden et son équipe. De là à dire qu'on va remettre en question tout le narratif Covid et tous les milliards qui ont été dépensés, les milliards d'argent public par Donald Trump auprès de l'industrie pharmaceutique, j'ai un peu plus de doutes. Voilà, je ne demande qu'à être surpris, mais jusqu'ici, pour ces premiers jours, pour l'instant, je suis pas sûr qu'on en prenne le chemin. Et voilà, on verra bien. Il y a aussi un rapport parlementaire du Sénat américain qui est sorti il y a quelques semaines, où il y a tous les copains, je ne sais pas si vous vous appelez résistants, complotistes, mais qui ont crié victoire un peu trop vite à mon goût, en disant grâce à ce rapport du Sénat, ça y est, ils avouent tout, parce qu'ils mettent dedans qu'il y a bien des effets indésirables des vaccins. Alors certes, au point où on en est, il faut quand même l'avouer, mais ils disent aussi on a quand même eu raison de vacciner tout le monde parce que ça a sauvé des millions de vies. Et en plus, voilà, c'était vraiment certainement un virus à gain de fonction inventé en Chine. Et j'ai prévenu, attention, si on valide cette histoire-là, ça veut dire qu'on est dans le cadre d'une guerre bactériologique et donc on valide la totalité de tout ce qui s'est fait. Hein. Les restrictions de liberté, les confinements, la vaccination obligatoire, puisqu'on est dans un cadre de guerre. Moi, dans mon livre, je suis pas d'accord avec cette théorie et j'explique pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais tu vois, sous certains aspects de faire croire qu'on fait des avancées, j'ai un peu peur qu'il y ait une bonne partie du narratif qui soit conservée et qui soit la partie la plus dangereuse, puisque c'est celle qui concerne la justification de tout ce que nous avons vécu. Donc encore une fois, là, ma conclusion, c'est pour l'instant wait and see. Oui, une prudence effectivement sur ces questions-là et pour balayer encore l'actualité parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses qui sortent autour du Covid-19 et tes deux ouvrages en sont une synthèse sur l'aspect des effets secondaires et l'aspect des chiffres officiels. Mais comment tu as reçu aussi, pour revenir de l'autre côté de l'Atlantique en France, comment tu as reçu ce fameux livre Les juges et l'assassin, des journalistes du Monde, d'Ave et l'Homme qui ont balancé, ils ont été reçus dans les médias en prenant comme ça le chapeau presque des lanceurs d'alerte à nous expliquer qu'ils avaient fait des révélations fondamentales où on apprend qu'effectivement le gouvernement a commis des actes parfaitement illégaux. Donc ça, déjà, première révélation, c'est assez dingue. Mais la conclusion de l'ouvrage, je sais pas si tu as eu la chance de l'avoir entre les mains, conclusion de l'ouvrage qui est quand même assez sidérante, qui nous explique que la Cour de justice de la République a enquêté. Alors, ils ont enquêté, mais les journalistes nous disent, sauf sur les morts liées au maintien du premier tour des municipales, sauf sur les morts liées au confinement tardif, sauf sur les morts liés au manque de masques dans les premiers temps, mais ils ont enquêté sur tout le reste. Donc, par exemple, le nombre de post-it dans les bureaux, enfin, des trucs quand même vachement importants. Et là, il n'y a pas de poursuite possible. Je fais quelques mots un peu légers là-dessus, mais le sujet est très pesant, évidemment, très grave. Mais quel a été ton accueil de ces informations-là? Toi qui as travaillé auprès de ces questions. Ben, deux aspects, hein. Le premier, c'est que, je sais pas dans quel ordre de dire, il y a deux aspects principaux. Le premier, c'est qu'on y découvre que l'urgence pour les politiques et les décideurs, c'est de sortir des parapluies. Et donc, direct, ils vont même commettre des actes illégaux de façon à se prémunir de tout ce reproche qu'on pourrait leur faire à l'avenir sur leur gestion de la crise. Et c'est-à-dire, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre la manière dont réagissent les politiques. Ils ont des conseillers qui leur prêchent l'apocalypse et leur priorité, c'est pas de gérer au mieux de la situation, c'est de la gérer pour eux. C'est de dire merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de façon à ce qu'on me reproche rien. Donc, qui va servir de fusible? Je vais pouvoir dire que tiens, j'obéis à toi. C'est toi l'expert qui va morfler. Et donc, c'est toi c'est pas moi, hein, le problème, ce sera toi. Et donc les politiques, quelle que soit la question, sont très contents d'avoir des experts dans tous les sens qui leur disent quoi faire. Ça leur permet de suivre quelque chose en disant que c'est pas eux. C'est même le rôle de l'OMS, par exemple, où même vous voyez tous les partis français encenser l'OMS, expliquer qu'ils les suivront, qu'il faut suivre les recommandations. Ça leur permet de se défausser. C'est eux qui disent nous on fait que faire. Donc ça c'est un premier aspect. Je peux même dire que je l'ai vécu en direct à l'époque, vu ma position, ma position professionnelle à l'époque. J'ai rencontré beaucoup de politiques à différents niveaux. Et je peux vous assurer que quelques jours avant le confinement, ils se marraient tous en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries du virus chinois? C'est n'importe quoi ».
Et en revanche, dès qu'il a été décidé de jouer à la peur, voilà, tous comme un même homme, ils se sont mis en rang pour aller dans la surenchère dont on va dépenser des milliards pour acheter des max, des trucs, en fournir à tout le monde, aux entreprises, on va les aider. Et donc, voilà, on a eu une bascule complète qui n'avait rien à voir avec le fait que personne n'avait vu le moindre mort où que ce soit. Mais voilà, il fallait pas passer pour des débiles, il fallait montrer qu'on était encore plus performant que le voisin. C'est tout, hein. Et ce livre, pour moi, c'est ce qui révèle. C'est-à-dire qu'il faut pas prendre les politiques pour des gens même machiavéliques qui rentrent dans un schéma où ils ont une stratégie. Ils n'ont pas de stratégie du tout, hein. Leur seule stratégie, c'est comment je me sauve mes propres fesses et comment je passe pour le sauveur de l'humanité. Ça, c'est tout. Et deuxième aspect du livre, c'est un peu le même problème que pour Trump, c'est-à-dire qu'on a un livre qui valide 99% des escroqueries qu'on nous a racontées. Et qui commence d'entrée de jeu par dire que la crise Covid-19, c'est la nouvelle peste noire, aurait ravagé l'humanité. Et si on doit reprocher quelque chose aux politiques, c'est plutôt de ne pas avoir réagi assez vite et assez fort. Donc il faut comprendre quand même que crier victoire sur des prétendues révélations de cet ordre, encore une fois, c'est se tirer une balle dans le pied. Nous, on n'a pas besoin de gens qui nous disent « Attention, le prochain coup, il faudra avoir des meilleures politiques pour qu'ils nous enferment encore plus vite et plus longtemps. » Enfin, c'est ça, hein, les conclusions de ce livre. Donc voilà, sur ces deux aspects-là, je pense qu'il faut, on peut les remercier sur le fait de dévoiler le niveau de plutrerie voilà d'arrivisme qu'on a au plus haut sommet de l'État, mais de l'autre côté, pas se laisser avoir par des conclusions sur la gestion de la crise qui sont à l'inverse de celles qu'il faudrait. Ah, absolument. Et c'est vrai qu'on a quand même l'impression, je sais pas si tu partageras cette impression-là, mais de quelque chose de terriblement révoltant avec cette nouvelle fenêtre du Covid qui est en train de s'ouvrir sous nos yeux, comme quoi rien n'est terminé, avec des médias ou des journalistes dits d'investigation qui réécrivent un petit peu l'histoire, comme tu dis, en validant ce qu'il y a eu de pire. Mais là, ce bouquin, Les juges et l'assassin, on est vraiment là-dedans, sur ces journalistes qui ont été dans la propagande, dans le maintien de la propagande, dans la création de la peur, et qui aujourd'hui tentent de réécrire un petit peu l'histoire en se mettant dans le beau rôle de « vous avez vu, on dénonce ». Je pense par exemple à l'article du Figaro qu'il y a eu juste avant la fin d'année 2024, il me semble, sur les effets secondaires, où on parlait du travail de maître Éric Lanzarote, par exemple, qui accompagne plus de 200 victimes d'effets secondaires. Donc il y a une mise en lumière de certains éléments, on ne peut pas leur reprocher de cacher les choses, mais il y a toujours, in fine, l'arrondi de « ouais, mais bon, les autorités disent que », et puis tout a été quand même bien fait globalement. Donc, on a l'impression d'une réécriture de l'histoire, de damage control, par exemple, dit souvent Idriss Aberkan. Cette impression, elle est révoltante et assez dégoûtante. Je sais pas ce que t'en penses sur ce point-là. Oui, et elle est commune à toutes les histoires sur lesquelles il y a, on va dire, du débat, de la controverse. Je vais dire, bon, c'est probablement toutes les histoires, mais même celles qu'on connaît bien aujourd'hui, qu'on connaît pas assez, mais où il y a eu des événements marquants historiquement. Bon, un des plus connus, c'est le 11 septembre, par exemple, où on a, pareil, histoire officielle, différentes autres thèses dites complotistes, certaines qui sont mises plus sur le devant de la scène de l'autre que les autres, et notamment celles qu'on met le plus sur le devant de la scène, c'est celles qui posent pas spécialement de problème au narratif officiel. C'est le cas aussi pour les scandales autour de ce qui est appelé VIH ou SIDA, même si VIH et SIDA ce sont deux choses différentes. Mais pareil, il y a eu des procès, certaines personnes qui ont morflé, mais en sauvegardant la majeure partie du narratif quand même. Il y a des tonnes de bouquins qui sont écrits sur le sujet. Et donc je pense que ce qu'on est en train de vivre pour le Covid, la récupération de certains aspects en étant capable de faire des petits mea culpa dans des tout petits angles de l'écran. Voilà, ça on peut regarder, d'accord, on vous le laisse, mais on sauvegarde quand même la machine d'ensemble. Je pense malheureusement que c'est ce qu'on vit à chaque fois. Et il y a les seules manières de se prémunir, de se faire remettre dans une case, une petite voie de garage, voilà, le complotiste bien gentil qu'on accepte encore chez soi, c'est de s'ouvrir à un maximum de débats, d'explications d'autres personnes et de pouvoir envisager que tout ce qu'on nous a raconté jusqu'ici, c'est quand même des conneries. Oui, effectivement. Aujourd'hui, le constat est assez clair. Pour revenir à ton ouvrage, tu parlais tout à l'heure des témoignages que tu as collectés et qui figurent dans le livre. Comment s'est passée cette collecte? Est-ce que ce sont des gens qui t'ont contacté en fait d'eux-mêmes? Est-ce que tu as fait un appel aux témoignages dans le cadre de la rédaction du livre? Comment s'est passée cette démarche pour le coup, de libération de la parole, là? Alors, j'avais décidé pour ce livre, une nouvelle fois, que les droits d'auteur iraient au bénéfice d'associations de victimes. Donc j'ai plusieurs contacts dans les associations de victimes.
Et j'ai pris contact notamment avec le réseau des victimes des accidents vaccinaux, qui ne concerne pas que le Covid-19, hein, mais vraiment tous les accidents vaccinaux. C'est une organisation qui s'est créée au moment de la vaccination à grande échelle contre l'hépatite B, qui a pris une certaine ampleur et qui essaye aujourd'hui de chapeauter l'ensemble des associations de victimes, non pas en prenant le lead, mais en leur fournissant leur expertise pour dire voilà, sur tel sujet, on vous conseille de fonctionner comme ça. Et puis ils les aident, ils les font rentrer en contact avec des avocats, ils leur expliquent comment mieux se défendre contre l'industrie pharmaceutique, les politiques, les médias. Et puis la deuxième association que j'ai contactée cette fois-ci, c'était Verity France. Et donc, par ces deux associations, je leur ai demandé, est-ce que vous avez des gens qui accepteraient de témoigner? Et en fait, il y en avait tellement que j'ai plutôt dû faire des choix. J'ai reçu beaucoup de témoignages, malgré le fait que j'imposais une certaine contrainte, qui est que je n'ai accepté des témoignages que de personnes qui étaient capables de me signer un document CERFA, c'est-à-dire une déclaration sur l'honneur avec un document officiel, de façon à ce que je puisse garantir à tous les autres, il n'y aura pas au milieu de tout ça quelqu'un qui veut raconter quelque chose sur lequel il n'est pas capable de s'engager sur l'honneur. Donc voilà, ça, j'ai même eu après la fin de la publication d'autres témoignages qui me sont arrivés trop tard et bon, je me suis arrêté là. J'en ai déjà mis un certain nombre. Je pense que c'est suffisant parce que c'est d'abord un bouquin qui se veut une démonstration scientifique de ce qui s'est passé et les témoignages sont là pour illustrer et de remettre un peu d'humanité au sein des chiffres. Et aujourd'hui, justement, pour arriver à la fin de notre échange et finir sur une note un petit peu pratique, aujourd'hui, pour les personnes qui ont des effets secondaires ou qui ont dans leur entourage des gens qui souffrent d'effets secondaires, comment on peut faire entendre sa voix aujourd'hui? Auprès de quel organisme il faut se tourner pour espérer une suite juridique, pour espérer quelque chose, un suivi médical? Comment cela peut se passer pour des gens qui nous regarderaient et qui n'oseraient pas franchir le pas? Pour moi, l'important, c'est surtout de ne pas rester tout seul. La machine est faite pour faire perdre du temps, pour rendre tout difficile, pour vous isoler et pour vous faire croire que, en fait, ça n'est arrivé qu'à vous et vous êtes en train de surinterpréter ce qui s'est passé. Et que voilà, ce qui s'est passé, c'était dû au hasard, c'était pas le vaccin ou c'était pas si grave. Donc, ne restez pas tout seul, faites-vous accompagner, contactez un collectif, il y en a plein, il y a Verity France, il y a Avictime, il y a Solidéclat qui aide les personnes à faire des déclarations de leurs effets indésirables, il y a le Revav évidemment, sur Internet vous en trouverez plein, vous en avez certainement dans vos régions, il y a même dans beaucoup de départements, il y a tellement de gens qui ont été malades qu'il y a des collectifs dans quasiment tous les départements, enfin départements où il y a suffisamment de monde qui habite, je veux dire. Donc voilà, rapprochez-vous d'un collectif qui va vous mettre en contact avec des personnes qui peuvent vous aider, qui vont vous aider à faire des déclarations correctes et vous expliquer comment rentrer dans les différentes démarches. Et surtout, ne tardez pas. Je pense surtout aux personnes qui ont des effets de long terme, soit des problèmes cardiaques qui sont survenus bizarrement après la vaccination, soit des personnes, notamment, enfin plutôt pas dire des personnes, des femmes qui ont des problèmes de menstruation. Là, il faut pas tarder. Parce que au bout d'un certain temps, si on ne se plaint pas, on considère qu'il y a prescription et que voilà, vous plaignez trop tardivement. Donc faites reconnaître votre mal-être. Vous demandez à votre médecin, voilà, de façon à avoir un écrit du médecin qui reconnaît que vous avez des problèmes cardiaques. Vous ne demandez même pas de s'engager sur le fait que c'est vaccin, on s'en fiche. Si vous avez des problèmes cardiaques, par exemple, depuis telle date, si c'est pas écrit, voilà, faut vraiment s'engager dessus. Et ensuite, c'est au moment de votre plainte, au moment de l'enquête, qu'on fera le lien avec la vaccination. Et c'est même pas à votre médecin de se prononcer. Il peut s'il le souhaite, mais même s'il dit c'est pas ça, tant pis. Il a le droit de dire que c'est pas ça, surtout s'il le dit alors que c'est lui qui vous a vacciné. Mais voilà, qui reconnaissent que vous avez des problèmes cardiaques à partir de telle date, et ensuite on va monter, une enquête sera montée. Donc rapprochez-vous d'un collectif, faites reconnaître votre état de santé d'aujourd'hui, depuis quand, et ensuite derrière vous serez accompagné. Et j'espère que les ventes des livres, bon, j'ai déjà abondé les finances de ces collectifs-là de manière préventive en me disant que probablement que les ventes de livres allaient on va dire, combler cet argent-là. Bon, si ça ne le fait pas, tant pis, c'est pas grave, ce sera un don de ma part. Puis si ça le fait, tant mieux. Et s'il y a du rab, on aidera aussi d'autres collectifs
à aider des victimes. Voilà, donc allez vers ces associations-là, elles sont là pour vous guider et pour vous aider dans vos démarches. Voilà, des informations plus qu'importantes, cher Pierre. Un immense merci déjà pour toutes tes réponses à ces questions. Et puis, maintenant, voilà, quel est un peu le dernier mot que tu peux nous proposer? Alors, cet ouvrage, on le redit, à découvrir, bien sûr, en librairie. L'image s'affiche sur l'écran. Je l'ai lu en version numérique. Donc, je raconte tout à nos spectateurs. Et quel est un peu, voilà, le message que tu veux partager à nos spectateurs pour finir sur une note d'espoir ou la note que tu décideras, finalement. C'est toi le chef. La note générale du livre, cette note d'espoir, c'est voilà que grâce à ce livre, peut-être pas aller jusque-là, mais que ce livre contribue à faire reconnaître les victimes des effets indésirables. C'est ça qui est le plus important pour les victimes, que ce soit les victimes d'effets indésirables de vaccins ou même les femmes quand elles subissent des agressions sexuelles, par exemple. Là, ce qui peut leur arriver de pire, c'est le déni. C'est qu'on ne les croit pas. Et ce livre, comme d'autres ouvrages, et le travail des collectifs, la première des choses, c'est qu'on mette en lumière ce qui s'est passé de façon à ce qu'on les croie. Et quand on commencera à croire les victimes, et ça commence à se faire, les fissures de l'omerta, là, où elles commencent à être béantes et ces murs commencent à s'effondrer, eh bien, quelque part, ce sera déjà gagné et ce sera déjà une grande victoire pour ces victimes. Donc, montrons qu'on les soutient et qu'on les croit, et c'est vraiment ça le plus important. Cher Pierre, on ne pouvait pas mieux finir. Voilà, un immense merci, vraiment très heureux de t'avoir reçu une nouvelle fois. Merci beaucoup, cher Pierre. Merci Rémi. Que du plaisir. Voilà, chers spectateurs, le rendez-vous en librairie est pris. Vous pouvez retrouver également sur Décoder l'écho, la chaîne YouTube de Pierre Chaillot. Et nous, on va se retrouver sur Juste Milieu, comme d'habitude, vous le savez. En attendant, surtout, prenez soin de vous et gardez la banane. À très bientôt.